Lundi 3 février 2020, un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Merci de votre fidélité et vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro, vous le savez, de cette émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Le sujet, c'est encore cette instabilité sociopolitique dans laquelle la Guinée reste plongée, évidemment en toile de fond, la résistance active lancée par le FNDC contre cette velléité d'Alpha Condé d'aller vers une nouvelle constitution contestée. Évidemment, à côté de cela, la contestation du processus électoral qui devant déboucher sur le 16 février, donc le 16 de ce mois, par l'opposition politique. Voilà les deux sujets qui marquent la vie de notre pays depuis un certain nombre de jours. Évidemment, au cœur de tout ça, il y a violation des droits de l'homme en termes de tuerie, en termes d'humiliation des personnes. Et le dernier exemple en cas, c'est cette dame qui a servi de bouclier humain, on peut dire comme ça, à des policiers qui, dans un quartier de Ratoma, étaient en train justement de repousser des jeunes munis de projectiles. Pour en parler, nous avons fait le pas vers M. Mamadi Kaba. Il est l'ancien président de l'INIDH, l'institution nationale des droits humains, et qui donc, après quelques séjours en dehors de nos frontières et de retour à Conakry, qui nous reçoit ici chez lui. M. Kaba, merci de nous recevoir ici et de répondre à nos questions. Merci beaucoup de cette opportunité et merci et bonjour à vos auditeurs. Merci une fois encore. Alors, depuis un certain temps, vous êtes hors du pays. D'abord, qu'est-ce qui explique cette longue absence de la Guinée avant que vous ne reveniez dans un contexte que je viens de décrire tout à l'heure? Ok, merci beaucoup. Mon absence était due à des occupations professionnelles et personnelles. Vous savez, depuis mon départ de l'INIDH, vous savez, je mène des activités personnelles en vue de pas refaire ma vie, mais continuer à exister, à travailler et à vivre normalement. Bien. Alors donc, j'ai dit que vous êtes de retour dans notre pays et que le contexte, en tout cas, n'est pas celui-là qu'on peut qualifier de positif, de bien pour le pays. Avant de parler de cela, en parlant de l'INDH, dont vous aviez été le président, je veux dire aujourd'hui en termes de défense des droits humains, l'institution que vous avez laissée après vous, quand vous voyez l'action de l'institution sur le terrain, est-ce que vous êtes ravi? Est-ce que vous pensez que les actions que vous avez mises en place en termes de défense des droits humains, parce qu'on vous voyait lever le ton ici contre des violations des droits de l'homme venant de l'État, venant des agents de l'État parfois, venant peut-être des privés, mais en tout cas, vous aviez toujours interpellé l'État. Est-ce que vous pensez que l'institution est toujours dans cet élan aujourd'hui? Vous savez, l'institution nationale des droits de l'homme a été créée dans l'esprit, c'est une résolution des Nations Unies qui crée cette institution. Et partout dans le monde, vous avez presque tous les pays du monde ont leur propre institution. L'esprit, c'est de permettre à chaque État d'avoir un interlocuteur, c'est-à-dire un interlocuteur entre la société civile et les pouvoirs publics. Elle est elle-même un pouvoir public qui d'abord a pour rôle de contribuer à la consolidation de la paix. Et vous savez, la consolidation de la paix commence par la justice. Et la justice d'abord commence par la reconnaissance des victimes en tant que telles, n'est-ce pas? L'institution, son rôle est de permettre aux citoyens, n'est-ce pas, qui sont victimes de violations des droits de l'homme, d'être reconnus comme victimes par l'institution. Donc la dénonciation, les prises de position courageuses en faveur des victimes, n'est-ce pas, aide les victimes à soulager leur douleur et aussi aide l'État, n'est-ce pas, l'État à avancer, à se rapprocher davantage des populations. Donc, quand j'étais président de l'institution, je faisais mon mieux
pour que les victimes ne soient pas désespérées, que les victimes ne soient pas amenées, n'est-ce pas, à vouloir se rendre justice à elles-mêmes. Vous voyez, la dernière manifestation à laquelle j'ai assisté avant de quitter la tête de l'institution, oui, c'était, j'avais fait une déclaration, n'est-ce pas, pour faire la part des choses, pour dire quelles étaient les défaillances de l'État, quels étaient aussi les défauts de l'opposition. Et ensuite, j'avais rencontré le chef de file de l'opposition, n'est-ce pas, pour lui demander de suspendre les manifestations et de donner une chance au dialogue. Avec le travail que d'autres personnes ont fait en plus de cela, nous avons pu obtenir un dialogue. Le dialogue a permis de suspendre les manifestations et pour longtemps. Ce n'était pas la première fois, c'était à plusieurs reprises. On avait fait des prises de position, on avait demandé le dialogue et on l'avait obtenu. N'est-ce pas? C'est ça le rôle de l'INIDH. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je crois que l'institution est affaiblie. L'institution est affaiblie. Et je crois aussi que... Elle ne joue pas tant soit peu ce rôle-là que vous jouez avec plus de courage, n'est-ce pas, à l'époque. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vos sorties, vos prises de position en faveur des droits humains dans notre pays, les dénonciations que vous faisiez des violations des droits humains venant souvent de l'État, est-ce que ça veut dire que ça gênait l'exécutif à l'époque? Ça vous mettait à mal avec l'exécutif? Parce qu'il faut rappeler quand même que à l'époque, nous avons vu comment est-ce que je veux dire, le climat de votre remplacement à la tête de l'institution a été organisé. C'était vraiment pas, vous étiez absent d'ailleurs, je crois, à la passation des services et tout. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas séparé en de bons termes avec l'exécutif parce que vos prises de position gêner l'exécutif, c'est ce que vos remplaçants ne peuvent pas faire aujourd'hui, au risque de subir les mêmes choses que vous. Vous savez, j'avais des collègues dans le bureau exécutif qui venaient régulièrement me voir au bureau pour m'interpeller, pour me dire que j'étais la cause du manque de moyens de l'institution, que mes prises de position faisaient que l'institution ne parvenait pas à avoir les moyens et la collaboration de l'exécutif. Oui, de l'exécutif. Des collègues venaient me dire ça régulièrement. Et ils tentaient de me convaincre qu'il fallait observer le silence, il fallait... Mais moi, je comprends que ça, c'est une trahison, n'est-ce pas? C'est non seulement une trahison du peuple de Guinée, mais c'est une trahison de l'exécutif lui-même, n'est-ce pas? Quand on vous fait confiance, on imagine que vous connaissez le domaine, n'est-ce pas? Vous connaissez le domaine et vous savez ce qui est attendu de ces gens d'institutions et vous refusez de faire correctement le travail, c'est une trahison. J'ai toujours fait comprendre à ces collègues-là que moi, je ne pouvais pas trahir ma mission, je ne pouvais pas trahir le peuple, je ne pouvais pas trahir le président Alpha Condé. N'est-ce pas? Tout le monde peut mentir au président Alpha Condé, mais moi, je ne peux pas lui mentir, je ne peux pas le tromper. Et lui, il le sait très bien, il sait que moi, je ne peux pas le tromper pour des raisons que beaucoup de personnes savent. Donc, en vous taisant sur des situations oui, de violation des droits de l'homme. Oui, parce que je sais que il peut ne pas avoir accès à la véritable information, n'est-ce pas? Quand vous êtes président de la République, il arrive des moments, comme le disait l'ancien président Abdou Diouf, il arrive des moments où vous êtes séparé de votre peuple par des gens qui vous utilisent pour leurs propres intérêts, n'est-ce pas? En vous faisant croire qu'ils sont en train de défendre votre vision, qu'ils sont en train de défendre le peuple, ils sont en train en réalité de vous utiliser pour défendre leurs propres intérêts. Vous leur servez de bouclier, n'est-ce pas, pour atteindre les objectifs qu'ils n'auraient jamais pu atteindre tout seuls, n'est-ce pas? Et donc moi je savais que mes sorties pouvait quand même permettre au président de savoir quelle est la réalité du terrain. Et je m'efforçais pour que cela soit une contribution pour barrer la route
au mensonge et à la manipulation et à beaucoup d'autres choses. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Donc, aujourd'hui, en fait, quand vous étiez président de l'UNIDH, vous faisiez votre mieux pour dénoncer certaines situations. Avec le recul aujourd'hui, vous n'êtes plus président. Est-ce que vous pensez que l'institution ne fait pas le minimum dans un contexte aujourd'hui où on voit tellement de violations des droits de l'homme, des tueries, des sévices qu'on porte sur des citoyens, les humiliations publiques? Je parlais tout à l'heure de la situation de cette dame qui a servi de bouclier humain, dont l'image fait le tour du monde aujourd'hui, qui ne fait pas bonne presse à la police. Mais vous pensez que l'institution fait observe une sorte d'omerta autour de ces situations, et là-dessus, est-ce que ça suscite une certaine déception? Deuxième niveau de question, c'est justement sur ces questions de défense des droits humains. Puisque l'institution existe dans notre pays, comment vous jugez le fait que à la tribune des Nations Unies, que ce soit le ministre de la Justice et le ministre de l'Unité nationale qui représentent la Guinée dans le cadre de l'évaluation périodique, c'est ça? L'examen périodique universel. Est-ce que cette institution est censée être là aussi? Parce que là, on parle des questions de droits humains. Oui, bon, pour la première question, je pense que l'institution a besoin d'être réformée en profondeur. Parce que, je vous explique, moi j'ai connu beaucoup d'humiliations, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais songé à jeter l'éponge. J'ai préféré attendre la fin de mon premier mandat afin de voir si on peut obtenir des réformes ou pas, n'est-ce pas? Et tous ceux qui m'ont vu dans ces situations ceux qui m'ont vu dans ces humiliations, dans ces souffrances, je pense qu'ils n'auront pas le courage de faire exactement ce que moi j'ai fait, de peur de subir les mêmes humiliations, etc. N'est-ce pas? Donc, je pense que l'institution a besoin de réformes, n'est-ce pas? Et les réformes doivent être profondes afin que l'institution puisse aider l'État, n'est-ce pas, à éviter les crises majeures. L'institution doit être comme infusible pour l'État, n'est-ce pas? L'institution doit être comme infusible, s'occuper des droits de l'homme et éviter que les populations soient poussées à bout, n'est-ce pas, jusqu'à atteindre le niveau où elles seraient tentées de se rendre justice à elles-mêmes. Mais pour les Nations Unies, effectivement, ce sont les gouvernements qui représentent l'État, n'est-ce pas, parce que le Conseil des Nations Unies, ce sont les États qui sont membres, n'est-ce pas? Ce sont les États qui sont membres. Les États sont représentés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui représente l'État à la revue et à l'examen périodique universel. Et l'institution des droits de l'homme, si elle a le statut A, c'est-à-dire qu'elle donne la preuve de son indépendance et de son efficacité, n'est-ce pas, les Nations Unies lui accordent le statut A. Si l'institution a le statut A, elle peut proposer un rapport alternatif. C'est-à-dire un rapport, son propre rapport, qui est différent du rapport de l'État. Du gouvernement. Le gouvernement fait son rapport et l'institution fait un rapport alternatif. Maintenant, si l'institution n'a pas un statut A, l'institution utilise ses partenaires qui ont ses partenaires aux Nations Unies, des ONG et d'autres organisations qui sont aux Nations Unies, qui sont de bons partenaires pour faire passer les rapports. Donc l'institution peut utiliser ses partenaires aux Nations Unies pour faire passer ces rapports alternatifs. Mais comment est-ce que l'institution peut avoir un statut A, c'est ça? Oui, le statut A, pour avoir le statut A, il faut que l'institution, comme je vous l'ai dit, donne la preuve de son indépendance et de son efficacité. Cela dépend un peu de la loi qui crée l'institution, les membres de l'institution, leur niveau d'indépendance par rapport à l'exécutif, par rapport aux hommes d'affaires, par rapport aux partis politiques et les moyens de travail
dont ils ont besoin. Comment l'institution contribue, par exemple, à la paix, par exemple, la situation dans laquelle nous la promotion à la promotion des droits de l'homme, exactement. Aider les victimes à accéder à la justice, être plus proche des populations, etc. Est-ce qu'à votre temps, on a accédé à ce statut A? Non, en mon temps... Est-ce qu'on était je vais dire, dans le but de l'atteindre? Beaucoup pensaient qu'avec le niveau d'indépendance qu'on avait à l'institution, qu'on était capable de soumettre un rapport pour avoir le statut A. Mais moi-même, connaissant un peu la procédure et les moyens de défense des institutions pour l'acquisition de ce statut, j'ai pensé qu'il fallait une réforme, n'est-ce pas? Il fallait réformer la loi qui crée l'institution. Et dans cette réforme-là, il fallait que les représentants de l'État, n'est-ce pas, n'aient pas droit de vote, n'est-ce pas, qu'ils n'aient pas droit de vote et qu'ils soient des observateurs pendant les débats publics, n'est-ce pas? Mais sinon, avec la situation actuelle, l'institution ne peut pas avoir accès accéder à ce statut. Et vous voyez, n'est-ce pas, oui, ce n'est pas aussi facile que ça, mais le Niger, en très peu de temps, a pu accéder à ce statut-là. Et moi, j'ai fait des propositions pour qu'on y accède, mais je pense que le président n'avait pas les marges de manœuvre nécessaires au Parlement pour faire adopter une loi qui, parce que l'opposition, il faut la majorité des 2/3, et l'opposition, vous savez, en Guinée, le pouvoir et l'opposition travaillent chacun à tirer la couverture vers lui. Donc, toute loi organique, n'est-ce pas, toute loi qui requiert les 2/3 du Parlement ne pouvait pas passer. C'est pourquoi vous avez vu, il y a pratiquement pas eu de loi organique votée dans la législature passée, n'est-ce pas? C'est dû au fait qu'il n'y a pas une complémentarité entre le pouvoir et l'opposition, c'est-à-dire que la Guinée, les intérêts supérieurs de la Guinée ne sont pas mis au-dessus des intérêts politiques, des clivages politiques et tout. Donc, ça fait que si vous introduisez une loi, l'opposition va tirer la loi de son côté, le pouvoir va tirer de son côté, et il n'est pas possible d'avoir un consensus qui permette quand même qu'on ait le juste milieu. Ce qui est malheureux. Voilà. Donc pour terminer sur ce chapitre qui concerne l'INIDH que vous avez dirigé en tant que président et tous les coups que vous avez pris, n'est-ce pas, quand vous faisiez vos sorties, le résumé c'est qu'aujourd'hui l'institution se porte mal. Quand vous la regardez de loin. Bon, quand je regarde l'institution de loin, je pense qu'il y a urgence de la réformer. Vous vous rappelez que même quand j'étais président, j'ai critiqué moi-même l'institution, son fonctionnement, les membres de l'institution, et beaucoup de membres me combattaient, n'est-ce pas? Beaucoup de membres n'étaient pas d'accord avec l'indépendance que je prenais parce que, etc. Donc, il faut réformer. Voilà, il faut réformer l'institution. Je l'ai toujours dit, même quand j'étais président, j'ai fait des propositions de réforme de l'institution. Mais ceux qui sont à l'intérieur de l'institution aujourd'hui, vous pensez qu'ils doivent aussi s'affranchir d'une certaine pression de l'exécutif pour s'affirmer? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que vu la culture, c'est l'idéal quand même. Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est une réforme, non seulement de la loi, mais une recomposition de l'institution, n'est-ce pas, en ayant recours à des activistes qui sont capables d'indépendance. Et qui sont indépendants. Oui, qui sont indépendants déjà et qui peuvent l'être maintenant. Parce que quand vous avez passé 30 ans dans l'administration publique, vous avez toujours été soumis à vos supérieurs pendant 30 ans, pendant 20 ans,
et un beau matin, on vous met dans une institution et on veut que vous soyez indépendant. C'est pas possible, n'est-ce pas? Cette culture... Voilà, cette culture de soumission fait partie de votre vie. Donc, partout où vous êtes, vous vous sentez soumis à l'exécutif et vous n'avez pas le courage de l'indépendance. Or, l'exécutif a souvent besoin que ces institutions-là soient indépendantes parce que c'est ce qui aide l'exécutif. Il y a des informations que vous ne pouvez pas avoir avec vos ministres qui ont peur de perdre leur fauteuil. Il y a des informations que vous ne pouvez pas avoir avec des démembrements de l'État parce que les gens sont accrochés à leur poste, ils ont peur de vous dire la vérité, de peur de perdre leur poste. Parce que si un ministre vous dit, Monsieur le Président, dans ce secteur, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le ministre est incapable. Bien. Donc il risque de perdre son poste. Donc les gens ont peur de dire la vérité au président. Mais à travers ces institutions indépendantes, n'est-ce pas, le président et le gouvernement ont accès à la vérité et en fonction de cette vérité-là, leurs prises de position sont réalistes. Bien. Voilà un peu, en notre façon, un peu l'autopsie de l'INIDH à date, comme elle fonctionne, comme elle devrait fonctionner. Le regard donc de l'ancien président de cette institution. On va revenir à la seconde partie, cette fois-ci pour parler d'actualité, justement de cette instabilité qui est causée par l'élan effréné d'Alpha Condé et des siens vers une nouvelle constitution, mais aussi de ce processus électoral contesté par l'opposition politique juste après la pause T. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Mamadi Kaba, ancien président de l'INIDH, l'institution nationale indépendante des droits humains. Évidemment, dans la première partie, il portait son regard sur l'institution à date, comment elle fonctionne. Il pense donc qu'il y a une nécessité de la réformer. À présent, on va parler d'actualité. Oui, M. Kaba, oui. Je l'ai dit, c'est vrai que vous étiez en dehors de nos frontières, mais avec les informations qui fusent de partout, vous êtes au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, la Guinée vit des heures d'instabilité et au cœur de cette instabilité, c'est bien cette question de nouvelle constitution qui divise profondément les Guinéens. Oui. À cause de cela, évidemment, il y a eu des manifestations suite auxquelles il y a eu des morts et on a aujourd'hui même des édifices publics qui sont mis à sac à l'intérieur du pays, ainsi de suite. D'abord, le juriste que vous êtes, si je ne me trompe, quel est le regard que vous portez sur la question du changement de constitution? Est-ce que le débat a été bien posé par l'exécutif? Est-ce qu'il y a des arguments valables pour que le président tienne, comme il le fait maintenant, contre tout, à aller vers cette nouvelle constitution? Moi, je pense que mon niveau d'intervention par rapport à la nouvelle constitution est très limité. Parce que je n'ai pas suivi tout le cheminement qui a abouti à jusque là où nous sommes. Mais ce qui est important à mon niveau, c'est que une nouvelle constitution normalement devait ne pas diviser profondément le pays au point que on soit à ce niveau de violence, d'intolérance, etc. Je pense que une idée de nouvelle constitution devait reposer sur un minimum de consensus. Et donc je pense que les précautions n'ont pas été suffisamment prises pour que quand même ce petit niveau de consensus soit acquis. C'est ça que je déplore personnellement. Et qui devait déployer les efforts pour avoir ce petit consensus-là? Les porteurs du projet. C'est-à-dire que j'ai compris que les porteurs, très récemment, j'ai cru avoir compris que le projet, les porteurs du projet sont pratiquement le gouvernement et la Côte de Noc, n'est-ce pas? Et en tête le chef de l'État. En tête le chef de l'État, je pense personnellement que le chef de l'État est pris en otage, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est pris en otage? Je le pense. Je pense qu'il est pris en otage. Qu'est-ce qu'il fait maintenant là? Il le fait inconsciemment?
Oui, c'est-à-dire que il est vulnérable. Nous avons toujours analysé la question au plan personnel, c'est-à-dire le chef de l'État en tant qu'individu. Mais je pense que le problème, il va un peu plus loin que ça. Il faut voir le problème en termes de système, n'est-ce pas? Le pouvoir est un système, n'est-ce pas? Quand les faucons dominent le système, vous qui êtes le président de la République, vous êtes en danger. Si vous allez contre la volonté des clans qui tiennent votre système, vous êtes en danger. Vous avez vu le cas les clans du système sont devenus plus puissants que le président. En minorité le président. Oui. Et deviennent plus puissants. Ils sont devenus plus puissants que le président. Ils tiennent la machine du pouvoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je pense que le président agit plus pour satisfaire les exigences de ses clans, n'est-ce pas, que pour satisfaire sa propre conscience, n'est-ce pas? Je me souviens un peu de... Donc est-ce que Alpha Condé voulait dire qu'il est vulnérable aujourd'hui, au point de vue de l'âge, il a 80 et quelques ans, je crois, et puis pratiquement on peut dire que la vision qu'il avait en venant au pouvoir, il était tout simplement le seul à défendre cette vision. Finalement, le système l'a absorbé. Moi, j'ai connu le président Alpha Condé longtemps avant qu'il soit président, et je sais comment il raisonne, je sais à peu près qu'est-ce qu'il voulait en venant au pouvoir. Mais à l'état actuel des choses, quand vous reculez un peu de quelques années, n'est-ce pas, vous prenez un peu la vision du président. Il a tenté de développer une vision, n'est-ce pas? Mais il était tout seul? Oui, il était pratiquement avec sa vision. Quand il prend un cadre, n'est-ce pas? Et pratiquement les cadres s'occupent plus de leurs intérêts personnels que de la mission, de la vision du président. Et quand il remplace ce cadre, celui qui vient fait pire que celui qui était là. Et je crois que finalement, n'est-ce pas, les faucons ont profité de cette situation-là pour s'imposer, n'est-ce pas, pour imposer le militantisme comme étant le critère le plus sûr de recrutement des membres du système. L'administration. Oui, de l'administration, du gouvernement, etc. Donc ça fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les cadres au plus haut sommet de l'État, n'est-ce pas, se croient liés par leur militantisme plus que par la compétence, n'est-ce pas, qui correspond au poste qu'ils occupent. Donc ça fait que les gens ne mettent plus en valeur leurs compétences, ils mettent en avant leur militantisme, c'est-à-dire leur capacité à défendre comme contre vents et marées toute idée qui proviendrait du pouvoir. Et les faucons ont profité pour mettre en place un système, n'est-ce pas, un système de pensée unique, n'est-ce pas. Tous ceux qui n'adhèrent pas à cette pensée, il n'y a pas de contradiction. Tous ceux qui s'inscrivent dans la dynamique de contradiction sont jetés très loin du système, quelles que soient leurs compétences et quel que soit ce qu'ils peuvent apporter au pays, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la pensée unique qui est développée dans un certain cercle du pouvoir. Et je ne suis pas sûr que le président lui-même, je ne suis pas sûr qu'il fait partie, n'est-ce pas, de ces cercles-là qui forgent l'opinion du pouvoir, n'est-ce pas? Et donc le système aujourd'hui est pris en otage par les faucons. Et donc en disant nécessairement que c'est le président qui a la clé du problème, je ne suis pas très sûr qu'on ne se trompe pas. Donc je veux dire qu'il y a lieu de sauver Alpha Condé. Il y a lieu de le sauver. C'est pourquoi ça veut dire que ce n'est pas vain ce mouvement qui vient d'être lancé par un jeune RPGiste. Encore mieux, il est premier vice-maire de Matam au compte du RPG, un certain Ismaël Condé, actuellement je crois qui est en France, qui a lancé un mouvement qui s'appelle Sauvons Alpha Condé. Vous pensez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser? Oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut... Rappelez-vous en RDC, le président Kabila avait atteint un niveau où Kabila père. Oui, les faucons avaient pris en otage son système. Et quand il a voulu s'affranchir
de ces faucons, vous avez vu, il a été assassiné et remplacé par son propre fils. Donc il arrive des moments dans la gouvernance, n'est-ce pas, où les faucons prennent le système en otage et le président devient un étranger dans le système. C'est pourquoi moi je pense que le débat il est plus sérieux qu'un débat de personnes. Parce que le système qui est en place, je vous assure, c'est le même système qui existait et qui avait pris en otage la gouvernance de Lansana Conté, et je suis sûr que le même système a pris en otage le capitaine Dadis, etc. Donc ça veut dire que mes inquiétudes sont que dans 5 ans ou dans 10 ans encore, nous soyons encore en train de nous battre pour les mêmes raisons et contre des personnes différentes. C'est-à-dire que le président va changer et on va se battre contre le nouveau président et pour les mêmes raisons et avec les mêmes moyens. Parce que le même système persiste. Va survivre, n'est-ce pas? Le même système va survivre au président actuel et va prendre en otage le nouveau président. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous revoyions en profondeur les mots qui assaillent notre système de gouvernance, notre système politique en général, afin de trouver les solutions qui protègent les générations futures des combats que nous menons aujourd'hui. Regardez, prenez le combat du FNDC, n'est-ce pas, et imaginez un peu le combat de 2007. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes moyens qui sont utilisés, c'est à peu près la formulation des revendications est différente, mais le contenu est le même. C'est-à-dire que l'emballage a changé, mais le contenu est toujours le même. La Guinée a un problème. La Guinée a un problème, n'est-ce pas, qu'il faut chercher à résoudre. Et je pense, personnellement, à une conférence nationale, n'est-ce pas, à une conférence nationale qui permettrait à tous les fils de Guinée, de l'intérieur et de l'extérieur, de faire le diagnostic de notre parcours, le diagnostic des maux qui gangrènent notre pays, afin de trouver les solutions durables, n'est-ce pas, qui peuvent permettre que à partir de 2020, que la Guinée et les Guinéens n'aient plus à commettre le même combat, exactement, qu'on change de paradigme, que les Guinéens commencent maintenant à se battre pour le développement et non pas pour les questions de survie communautaire, etc. Et ce que je crains aujourd'hui, à l'allure où nous allons, si nous ne changeons pas la manière de faire le combat, n'est-ce pas, nous risquons, n'est-ce pas, d'avoir raison d'un homme, c'est-à-dire d'obtenir, par exemple, le changement de président, et que le nouveau président, n'est-ce pas, fasse exactement la même chose que l'ancien, et que les nouvelles générations se mettent à se battre encore de la même façon que nous avons fait. Et ce qui nous guette aujourd'hui, c'est qu'on risque de franchir le Rubicon pour tomber dans un conflit intercommunautaire aux conséquences imprévisibles. Donc moi j'invite toutes les parties, n'est-ce pas, à se retrouver et à poser la Guinée comme problème, n'est-ce pas, à débattre en profondeur et à trouver les solutions durables qui peuvent permettre qu'à l'avenir nous n'ayons plus à nous battre pour les mêmes raisons et contre un président différent. À ce titre-là, ça veut dire que vous encouragez la démarche des religieux? J'encourage très bien la démarche des religieux et aussi je félicite le FNDC pour son sens de responsabilité en prenant une pause dans les manifestations. Je prie le pouvoir et la mouvance présidentielle de tout faire pour profiter de cette accalmie-là, n'est-ce pas, pour engager des pistes, des voies et moyens de sortie de crise durables, n'est-ce pas. Je pense par exemple qu'on peut privilégier les élections législatives qui sont obligatoires et constitutionnelles pour renouveler notre Parlement, créer les conditions de la participation de l'opposition, n'est-ce pas, et avoir des élections libres et transparentes. Après les législatives, je pense, les hostilités peuvent être relancées et d'ici là, probablement, les cœurs auront été désarmés, l'esprit aurait peut-être pris le dessus sur le cœur et des débats plus profonds pourraient être engagés sur la vie
politique et sociale de la Guinée afin de trouver des solutions qui nous permettent de ne plus retomber dans ce genre de crise. Dernière question, est-ce que vous seriez prédisposé, n'est-ce pas, si on vous renouvelait la confiance de la République, je ne dirais pas du président, en vous confiant la tête d'une institution, qu'elle soit autre que l'INIDH maintenant, est-ce que vous êtes prédisposé, vous êtes volontariste à servir à nouveau la République? Oui, avec beaucoup de plaisir. Si je peux contribuer à faire en sorte que la Guinée avance, n'est-ce pas, que la paix revienne, n'est-ce pas, je suis sincèrement disposé à donner le meilleur de moi-même comme contribution pour que les choses aillent mieux. Mon souhait est que la Guinée se porte mieux. Bien. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cet entretien, de ce débat avec notre invité du jour, M. Mamadi Kaba, c'est que le président de la République est pris en otage par un système qui n'est pas né aujourd'hui, évidemment qui perdure depuis le régime Lansana Conté. Ce système, il faut le démanteler clairement, comme on démantèlerait un cartel de drogue ou de tout autre système malfaisant. Et en plus qu'il faut donc que tous les côtés mettent la Guinée au devant et donc se retrouvent pour dialoguer, pour éviter le pire. Monsieur Kaba, merci donc de nous avoir reçus ici. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et ce fut un plaisir de vous avoir servi en ce début de semaine. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.